Bonjour, bienvenue, nouveau numéro d'Ecorama, enregistré depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 23e édition. Évidemment, Boursorama est partenaire de cet événement. Votre invité à présent, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être là. Plaisir de vous voir dans un studio bas carbone. Oui, totalement bas carbone. Et haute température. Haute température. Bon, un petit mot, il faut qu'on parle du livret A, c'est l'actualité évidemment. Il y a tout le débat autour de la fixation, c'est de la rémunération du livret A, qui sera décidé par le ministre de l'économie mi-juillet, avec application au 1er août, et de savoir s'il faut appliquer ou pas la méthode de calcul. Méthode de calcul, calcul de la Banque de France. Quand on prend en compte les dernières statistiques, on obtient à peu près 4% de rémunération. Le taux livret est aujourd'hui à 3%. Est-ce que vous penchez? C'est compliqué, il faut se mettre à la place du ministre. D'un côté, il y a la volonté de protéger l'épargne des Français, 53 millions de livrets A ouverts, 5 000 € en moyenne ouverts sur chaque livret A. Protéger l'épargne des Français, d'ailleurs c'est le ministre qui l'a dit, c'est mon devoir de protéger l'épargne des Français. En même temps, c'est de l'argent qui finance aussi le logement social et qui a d'autres implications. Bref, on met le curseur potentiellement à quel endroit? Alors, il y a effectivement deux aspects. L'épargne des Français, elle est déjà protégée parce que il faut savoir que l'inflation est en train de baisser grâce à la politique de la Banque Centrale Européenne et de la Banque de France, doucement. Et donc, en tout état de cause, un jour, le taux du livret A va rebaisser. À 3%, c'est vrai qu'il ne protège pas tout à fait de l'inflation, mais il faut bien voir que c'est un placement liquide, sans risque, défiscalisé. Moi, je pense aussi qu'il faut prendre en compte la hiérarchie des placements. L'assurance vie rapporte un peu plus de 2%, et puis en ce moment, les placements risqués, ça dépend. Mais donc, ne peut-être pas trop attirer d'épargne liquide vers le livret A pour ne pas déséquilibrer la hiérarchie des placements. Et déstabiliser aussi peut-être certains assureurs aussi qui pourraient Les assureurs français sont solides et vont bien, ouais. mais c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer quand il y a des épargnes du côté, par exemple, des contrats en euros. Ce qu'on voit, 12 milliards depuis le début de l'année. Donc c'est tout à fait gérable par la profession, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui n'est pas forcément optimum en matière économique, parce que du coup, c'est des investissements qui ne se font pas de leur côté. Mais si on se met à la base des épargnants qui nous regardent, ils disent « moi je veux du 4%. » Alors, j'entends bien, et c'est là où le ministre prendra sa décision. Bien sûr, moi je ne fais que donner un avis, parce que par ailleurs, on a un sujet sur le logement social. Il faut qu'on construise plus de logements sociaux, et nous prêtons, grâce à l'épargne du livret A, 170 milliards d'euros aux acteurs du logement social, pour construire et pour rénover. Et ces taux auxquels nous prêtons sont indexés sur le livret A. Et donc si on augmente par exemple le taux du livret A de 1%, ça va coûter au secteur du logement social 1,7 milliard d'euros. Donc c'est des milliers de logements qui de ce fait ne seront pas construits. Voilà la décision que le ministre aura à prendre. Et mon point de vue, c'est que comme l'inflation baisse, rester à 3%, c'est un effort modéré pour l'épargnant. Ah, vous plaidez carrément pour rester à 3%? C'est un effort modéré pour l'épargnant, ouais. Surtout si on rapporte ça au livret moyen qui est de 5 000 €, et un soutien important au logement social. Bon. Et en même temps, plus de collecte sur le livret A depuis le début de l'année. C'est bon pour les banques, c'est bon aussi pour la Caisse des dépôts? Alors, la collecte sur le livret A, elle est extrêmement abondante et elle dépasse nos besoins. Alors évidemment, cet argent ne dort pas. Nous le plaçons en prêtant au logement social, en prêtant aux collectivités locales. Nous pensons à de nouveaux usages, on en parlera peut-être, et le reste est investi sur les marchés financiers. Mais l'ampleur de cette collecte dépasse nos besoins en réalité, parce que depuis le début de 2022, c'est 50 milliards d'euros qui ont été collectés. C'est-à-dire 5 ans de prêts au logement social. Et pour autant, il faut construire plus. Il faut construire plus, d'où l'importance que le taux du livret A n'augmente pas trop. C'est la Caisse des dépôts qui doit racheter des logements aux promoteurs. C'est une filiale de la Alors, c'est une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelle CDC Habitat, c'est ça, voilà. Qui gère déjà 500 000 logements, dont près de 400 000 logements sociaux, et qui, dans un rôle de soutien aux acteurs économiques, de manière ponctuelle, va de façon ponctuelle. Alors, on le fait régulièrement, mais là, on va un peu accélérer et on va acheter 17 000 logements. Ouais. Pour 3,5 milliards, donc c'est une injection importante dans l'économie, pour soutenir les promoteurs. Et on va faire ça sur des programmes de logement social et aussi de logement intermédiaire, et notamment dans les zones tendues où il y a des difficultés d'accès au logement pour nos concitoyens. Bon, autre sujet, Eric Lombard, j'aimerais qu'on parle d'Orpea. Et dans l'actualité, il y a les actionnaires et les porteurs de dette d'Orpea qui ont approuvé, à la majorité, c'est un peu technique, mais pas à l'unanimité, le plan de sauvetage financier de l'exploitant de maisons de retraite. Quelles conséquences à court terme pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier et les différents épisodes? Alors, c'est l'application d'un texte nouveau qui fait que quand il y a une restructuration financière, chaque catégorie de créanciers et les actionnaires doivent se prononcer sur le plan de restructuration.
Et là, la majorité des catégories de créanciers se sont prononcées à hauteur des 2/3 pour le plan. Et même les actionnaires se sont prononcés à la majorité simple. En réalité, il faut une majorité qualifiée. Ces circonstances permettent au juge, au tribunal de commerce, de décider ce qu'on appelle l'application forcée interclasse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le juge peut décider que le plan proposé par la Caisse des dépôts et ses partenaires s'applique. Il faut aussi prendre une autre décision. Naturellement, le juge est souverain. Le 24 juillet. 24 juillet. Mais cette décision de la majorité des classes de créanciers lui donne, me semble-t-il, une base légale importante, lui permettant de prendre cette décision, qui permettrait que notre plan de sauvetage s'applique à la rentrée. Voilà, en expliquant qu'il y a un pool mené. Qu'on dit pool en français? Alors, il y a un groupement d'actionnaires, et je veux citer nos collègues qui voilà, donc emmenés par la Caisse des dépôts, avec la MAIF, CNP, MACSF, qui donc, alors à terme, à quel terme, je ne sais pas, vous de me le dire. La MACSF, c'est la mutuelle des personnes qui travaillent dans la santé. Oui. Donc ça fait beaucoup de sens. Alors, il y aura des recours. Il y a déjà des recours devant la Cour d'appel. Il y en aura probablement si le juge décide d'adopter notre plan de restructuration. Et on pense qu'avant la fin de l'année, ce plan pourra s'appliquer parce que les cours d'appel, j'espère, vont le soutenir, mais elles sont souveraines elles aussi. Et donc si les recours sont rejetés par la Cour d'appel, pardon, il y a des recours à la Cour d'appel, dans ces cas-là, notre plan s'applique. Nous devenons actionnaires avec nos partenaires à hauteur d'un peu plus de 50%. 50,2%. Et il y a une augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros. Voilà. Alors, il y a 3 augmentations de capital, mais on ne va pas rentrer dans la technique. Et les créanciers non garantis vont aussi devenir actionnaires dans l'une des 3 augmentations de capital, mais le montage financier en réalité est assez complexe. Voilà. À quoi servira cet argent, Éric Lombard? C'est de l'argent pour contribuer au désendettement d'Orpea? 100% de cet argent... Dette du groupe, pardon, c'est 9 milliards. Au départ, c'était 8 milliards. 8 milliards. Il y a une partie de la dette, en réalité 70% de 4 milliards, qui va être annulée et abandonnée, par les créanciers. Et ça, c'est important, c'est un effort important qu'ils font. Les 30% vont être convertis en capital, donc ça c'est de l'argent qui va rester dans la société. Ils vont aussi suivre une augmentation de capital. Et nous, l'argent qu'on va mettre, 1,2 milliard avec nos associés, va aller dans la société. En réalité, il n'y a vraiment pas d'argent pour dédommager qui que ce soit. Tout l'argent va aller dans la société pour lui permettre de repartir de l'avant. Ce qu'elle fait déjà sous l'autorité du président Guillaume Pépy, du directeur général Laurent Guillot. Donc la société, elle est en train de se reconstituer, de recruter. Il y a eu un accord salarial qui a été voté, je crois, à l'unanimité pour augmenter les salaires. Et donc elle va repartir de l'avant. C'est pas gagné parce que c'est difficile, mais les personnes qui sont dans les sites Orpea peuvent avoir confiance. On va investir pour améliorer la qualité de suivi, recruter et que cette société reparte de l'avant. C'est grâce à la Caisse des dépôts et l'ensemble de ses partenaires. Il faut le dire comme ça. Et certains diront pourquoi est-ce que la Caisse des dépôts est venue dans cette histoire, entre guillemets, histoire, j'ai des guillemets. Alors, la Caisse des dépôts intervient dans beaucoup d'autres domaines du grand âge. Par exemple, nous finançons à hauteur de 300 ou 400 millions d'euros par an les EHPAD publics. Nous soutenons le secteur associatif. Nous venons de monter une foncière avec un autre grand acteur des EHPAD de l'économie concurrentielle côté en bourse. Donc, nous intervenons dans ce domaine. Pourquoi est-ce que nous sommes intervenus massivement pour soutenir Orpea? C'est très simple, il y avait un risque. Pour 80 000 collaborateurs et 270 000 personnes qui sont dans les EHPAD ou dans des cliniques, il y a aussi des cliniques psychiatriques. Donc il y avait une urgence sociale qui fait que nous avons pris un risque, parce que cette affaire ne va pas être facile, donc nous prenons ce risque. Je dirais quand même il y a quelle hauteur ce risque? Il a quelle hauteur quand nous mettons 1,3 milliard de fonds. 1,2 milliard, ça c'est pour la Caisse. 1,2 milliard pour la Caisse et nos partenaires. Ouais. Donc c'est vraiment un engagement. Je me permettrai d'ajouter que si Orpea est sauvé, c'est grâce aux femmes et aux hommes qui travaillent. Ouais. Ça commence par eux. C'est l'année 2023 du Orpea qui a perdu 4 milliards d'euros, mais 2022, c'est pour des dépréciations comptables, bien sûr. C'est l'année pour vous du redressement 2023 ou faut, Mon avis, mais je ne suis pas encore actionnaire, nous ne sommes pas encore actionnaires d'Orpea, donc je n'ai que les informations publiques, c'est que le redressement va être long, parce qu'il faut recruter, il faut redonner confiance aux résidents, parce que pour le moment, le taux de remplissage des EHPAD n'est pas à son meilleur. D'ailleurs, c'est le cas dans l'ensemble de la profession. Donc, le redressement économique, probablement, va prendre encore un petit peu de temps. Mais nous sommes patients. Et nous allons accompagner l'équipe de direction dans le travail qu'ils font, qui est un travail dans toutes les dimensions et qui est fait avec beaucoup de professionnalisme. Et donc, Orpea a vocation à rester en bourse? Oui, parce que la Caisse des dépôts a vocation à intervenir auprès de sociétés cotées. On le fait souvent. Il y en a d'autres. Il y a Elcad, il y a la Compagnie des Alpes. Et puis surtout,
Sinon, ça nous coûterait 2 fois plus cher. Ouais. C'est pourquoi nous avons demandé une exemption à l'obligation de déposer une OPA qui a été accordée par l'AMF, parce que sinon on devrait racheter l'autre moitié, et franchement, ce serait de l'argent de la Caisse des dépôts mal utilisé pour autant, puisque les autres actionnaires, d'ailleurs, du coup, bénéficient quelque part d'une clause de retour à meilleure fortune, parce que si l'exploitation se redresse, ben, la valeur de ces titres pourra augmenter, mais il y a du risque. Évidemment, Il y a du risque. et ça va ensemble. Il faut qu'on parle aussi, Eric Lambert, absolument de cette transition écologique dont on sait qu'elle va nous coûter très cher. Il y a le rapport Pisani-Ferry qu'on avait largement évoqué ici et ailleurs, qui avait chiffré les besoins d'investissement à 70 milliards d'euros par an, pour moitié pour le secteur public. Et vous avez annoncé, fin juin, donc c'est très récent, 100 milliards d'euros, 100 milliards de chiffre énorme, sur 5 ans, en faveur de cette transition écologique. Combien du chemin est déjà fait grâce à la Caisse ? Alors, on va financer probablement un tiers des montants nécessaires. Moi, je considère que pour la transformation écologique, le problème n'est pas tellement le financement. Le financement est abondant. Si on investit 100 milliards d'euros, ce qui est arrivé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les fonds d'épargne depuis 1 an et demi, c'est 50 milliards. Alors, il n'y aura pas que les fonds d'épargne. Tous les acteurs du groupe vont être engagés. BPI France, CNP Assurance, la Banque Postale, SFIL, la Banque des Territoires, bien sûr. Donc, vraiment, tout le groupe autour de la Caisse va s'engager. La question, c'est à qui nous allons prêter. Ah, vous allez me dire encore qu'on manque de projets. Voilà. Alors, pas du tout. Je pense que les projets sont en train d'arriver. On est en train de financer un grand nombre d'installations de panneaux solaires, d'éoliennes en mer ou à terre, de rénovation thermique de bâtiments. Donc, nous allons beaucoup prêter, notamment aux collectivités locales. Je pense que les collectivités locales sont un des éléments de la solution. Par exemple, le plan école que nous avons construit avec le gouvernement pour rénover thermiquement 10 000 écoles. La première qui a été lancée, il y aura 40% d'économie d'énergie. Donc ça passera beaucoup par les collectivités locales, ça passera par le logement social, on va continuer la rénovation thermique du logement social, mais on va l'étendre aussi à d'autres types de logements. Et puis ça passera par les entreprises, puisque les entreprises elles-mêmes devront décarboner leur activité, puis on va rapatrier des filières de production, ce qui est une façon de décarboner les entreprises. Et pour ça, on a un plan pour nous porter acquéreurs des terrains sur lesquels ces usines vont... Sans quoi rien n'est possible. Il faut d'abord un terrain, parce que... C'est un sujet, ça. Ça, c'est le terrain. Alors, c'est un sujet, mais sur lequel on travaille, et Olivier Sichel, dont on parlait, le directeur général, le délégué de la Caisse, est chargé par le gouvernement de mettre en place un système au travers de la Banque des Territoires pour identifier les friches, les préparer pour avoir des friches clés en main, pour accueillir les usines de batterie, les usines de toutes sortes d'activités qui vont revenir sur nos territoires. Vous allez aussi investir dans des usines de batterie, des gigafactories. On fait partie des financeurs de l'usine Vercors et de 2 des 3 usines qui sont en train d'ouvrir dans les Hauts-de-France. Donc un tiers, si je résume, on se quitte là-dessus, un tiers des investissements nécessaires dans la transition écologique par an sont couverts, en tout cas. C'est ce que nous proposons. Nous travaillons avec le secrétaire général de la transition écologique qui est placé auprès de la Première ministre pour que tout ça s'inscrive de façon organisée. C'est quelque chose que nous savons faire en France, c'est planifier la transformation de l'espace public, de l'économie et en général des services publics. Avec un effet d'entraînement sur le secteur privé. On est documenté là-dessus, sur le fait que ça marche. Alors en fait, le secteur privé doit être moteur lui-même. Et ils le sont, les chefs d'entreprise, c'est intéressant, à Aix, les chefs d'entreprise sont sur les estrades en disant « nous devons être un acteur de la décarbonation ». Donc l'effet d'entraînement... qui est un coût au départ pour l'entreprise. Alors c'est pourquoi je plaide pour un renouveau du capitalisme, parce qu'on ne pourra pas investir tout cet argent, c'est un coût comme vous le dites, si on a la même exigence de rendement financier de nos investissements. On revient... Donc, on revient à un rééquilibrage nécessaire, et puis la transformation écologique, elle coûte cher pour les femmes et les hommes, des entreprises, de l'État, puisque la vie décarbonée, il faut rénover son logement, il faut avoir une voiture électrique qui coûte plus cher, acheter local, c'est souvent plus cher, et si on veut que les ménages aient les moyens de vivre dans ce nouvel environnement de transformation écologique, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour leur pouvoir d'achat. Donc tout ça... On parle du reste à charge, encore une fois On parle de ce qu'ils devront eux-mêmes payer. Qui est problématique aujourd'hui. Qui est problématique aujourd'hui. Et comment on en sort par le haut de ça? Eh bien, en acceptant d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes et en acceptant en contrepartie, parce que ce n'est pas l'État qui a les moyens de financer ça, que les investisseurs soient moins rémunérés. C'est un nouvel équilibre, sans quoi nous ne pouvons pas financer cette transformation. Tout ça sur fond de taux d'intérêt, encore une fois, et c'est lié, plus élevé. On aurait financé plus facilement cette transition écologique il y a 5 ans, 10 ans, si tant est qu'on a eu à l'esprit l'urgence à ce moment-là, mais aujourd'hui c'est encore plus difficile de la financer parce que l'argent coûte plus cher. L'argent coûte plus cher. En réalité, il ne faut pas surestimer cette question. Les taux à long terme sont à 3%, l'inflation est à 4%.
Donc en aujourd'hui, réel, ça en reste réel, négatif. Et il y a des masses d'épargne importantes dans le pays, mais je rappelle que les phases de forte croissance qu'on a eues il y a assez longtemps étaient quand les taux d'intérêt étaient à 2 chiffres. Donc le monde économique sait s'ajuster, et je ne pense pas que le niveau des taux d'intérêt soit un sujet. En revanche, encore une fois, la rentabilité du capital est un pivot. Mais qui de la contraindra les mobilisation. investisseurs à accepter un retour sur investissement plus en phase, encore une fois, avec... Eh bien, la nécessité, moi j'étais très sensible à ce que beaucoup de chefs d'entreprise présents ici ont mis en avant des projets industriels, coûteux, mais indispensables pour décarboner leur activité. Et donc ils le font. Et ils ne le font pas. L'idée, c'est pas de se dire je vais être moins rentable. L'idée de se dire pour continuer à fonctionner, il faut que je décarbone mon activité. Et donc si je décarbone, ça va me coûter cher. Et puis par ailleurs, Parce que contrainte réglementaire ou parce que conscience du climat, des enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique? les deux vont s'alimenter, mais nous avons tous conscience qu'il y a urgence. Et on voit beaucoup d'entreprises qui vont au-delà de la contrainte réglementaire parce que c'est leur mission d'entreprise pour assurer la pérennité de leur environnement. Ce que fait la Caisse des dépôts, qui n'est pas une entreprise, mais beaucoup d'entreprises dans notre secteur. Prenez l'exemple de la Compagnie des Alpes. Toutes les dameuses maintenant sont électriques et pour être certain que la fabrication soit bas carbone, la Compagnie des Alpes est en train d'orchestrer le développement d'une usine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour que la fabrication soit locale. Donc ce mouvement, il faut qu'il s'amplifie et il passe aussi par la responsabilité des chefs d'entreprise. Et ce qu'on entend à Aix, c'est qu'ils en sont conscients. Bon, voilà, après, il faut accélérer. Et il faut accélérer et la chaleur du moment, chaleur réelle, est un signal. Allez, merci beaucoup pour cet entretien. Eric Lombard, donc directeur général de la Caisse des dépôts, entretien donc enregistré depuis les 23e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous. Merci.